Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 37, tous contre Descartes. Dès le XVIIe siècle, l'animal-machine de Descartes suscite la réprobation. Une réprobation et une critique qui s'organisent depuis le salon de Madame de la Sablière, lequel rassemble une société d'écrivains, de philosophes réunis par un intérêt commun pour le renouveau du matérialisme. Marguerite Essin de la Sablière est ainsi l'hôtesse et la protectrice de La Fontaine pendant près de 20 ans, et le poète lui dédie le livre 9 de ses fables avec le fameux discours que prolonge la fable Les deux rats, le renard et l'œuf. Ils disent donc, ce sont les tenants du mécanisme, disciples de Descartes, ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort, nul sentiment, point d'âme, en elle tout est corps, telle est la montre qui chemine à pas toujours égaux. À la fin du discours, La Fontaine va revenir sur ce ressort qui remonte l'animal et en ferait un automate sans intelligence et sans âme. J'attribuerai à l'animal non point une raison, selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un simple ressort. Alors le ressort, c'est une invention de la modernité, mise au point par Vinci, mais que Christian Huygens a perfectionné dès 1675 en l'intégrant à ce qu'on appelle alors un chronométreur portable, comme on dit alors. Viser la représentation mécaniste du vivant, c'est donc ainsi s'attaquer aussi à la représentation qu'en donne la modernité, la science, et bien sûr, la prestigieuse figure de Descartes. Je cite le discours. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit comme entre l'huître et l'homme. On mesure le trait d'humour et la cruelle ironie. L'huître est considérée comme étant tout en bas de l'échelle animale, comme le plus imparfait des animaux au XVIIe siècle. Et surtout, elle est au cœur de débats sur l'âme des bêtes et la continuité entre l'âme sensitive et l'âme pensante. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme. C'est évidemment toujours de l'intelligence de l'animal dont il va être question, mais aussi de sa sentience. Et le discours poursuit. Je tiens, tel de nos gens, franche bête de somme, voici, dis-je, comment raisonne cet auteur sur tous les animaux enfants du Créateur. J'ai le don de penser, et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Alors les objections de La Fontaine ont été fondées sur des observations concrètes, des observations dont il va tirer un ensemble de déductions concernant les facultés des bêtes. Alors il va donner beaucoup d'exemples. On connaît bien sûr celui de la perdrix, quand la perdrix voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas, elle fait la blesser, et va traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas. Elle détourne le danger, sauve ainsi sa famille. Et puis quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu, prend sa volée et rit. Rit de l'homme qui, confus des yeux, en vain la suit. En fait, La Fontaine subit l'influence du philosophe Gassendi. Gassendi, pour qui la condition de la pensée humaine n'est pas différente de celle des animaux, qui eux aussi, selon lui, imaginent, sentent, doutent, veulent, ne veulent pas. Il y aurait même chez l'animal, selon Gassendi, une forme de raisonnement. Il parle du syllogisme intuitif, du chien qui décide par exemple quel chemin prendre. L'animal a une petite âme, écrit Gassendi. Cependant, l'homme dispose en plus d'une autre âme incorruptible, immatérielle et individuelle, créée par Dieu ex nihilo et infuse dans chaque homme. Et c'est elle qui sert évidemment à l'autonomie du libre arbitre. Alors c'est une conception qui sera reprise par François Bernier. François Bernier qui effectivement donc va largement contribuer à diffuser l'interprétation de la philosophie de Gassendi dans les salons de Madame de la Sablière notamment, et réactiver de ce fait l'opposition à Descartes. Alors on connaît ce texte célèbre où il rapporte justement ce témoignage de Gassendi, c'est dans l'abrégé de la philosophie de Gassendi, écrit en 1678, et on voit comment effectivement Gassendi procède. Revenant un soir, je cite, de la promenade à son couvent, il avait aperçu un oiseau sortir du trou d'un arbre qui était creux et percé en deux endroits.
que le lendemain, étant allé près de l'arbre avec ses frères pour reconnaître quel oiseau ce pouvait être, l'oiseau sortit au bruit, que tâchant ensuite, avec assez de peine, fourrer quelque chose par le trou d'en haut pour voir ce que c'était, ils aperçurent que le trou d'en bas était bouché, et que, l'ayant ouvert, ils trouvèrent dedans 60 à 80 souris toutes vives et des épis de blé pour remplir 3 chapeaux, mais que toutes ces souris avaient les cuisses rompues. Les souris devaient apparemment être la provision du hibou, qui leur avait apporté des épis de maïs pour les nourrir quelque temps, cependant qu'ils les mangeraient l'une après l'autre. On voit effectivement comment ici, l'animal fait la preuve d'une réelle intelligence et d'un véritable calcul qui montre que il a certainement beaucoup plus d'esprit que Descartes ne lui prête. Alors, à la théorie, on le voit bien, car c'est une théorie. Une théorie, c'est une idée destinée à comprendre et non une connaissance pour savoir. Donc à la théorie de l'animal-machine de Descartes, Gassendi, Bernier, La Fontaine, et puis après Voltaire, vont opposer avec succès l'observation empirique du comportement des animaux.